Could we have the name, please? Bond. James Bond. James Bond? Yes, James Bond. Yes, James Bond. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken, not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? Forgot to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I've got revenge. Down there. Bienvenue à Londres. Aujourd'hui, nous parlons de Casino Royale, sorti en 1967 et réalisé par Ken Hughes, John Huston, Joseph McGrath, Robert Parrish, Val Guest et Richard Talmadge. Avec David Niven, Ursula Andress, Peter Sellers, Orson Welles, Joanna Pettet, Delilah Lavie, Barbara Boucher et Woody Allen. Je suis Mathieu et je suis 6 pieds 2, expert en karaté et judo et ceinture noire en Kama Sutra. Alors aujourd'hui, on continue la rétrospective des films de James Bond, l'agent 007. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 006 de Casino Royale 67. Éventuellement, à la fin de la rétrospective, on va se rendre au nouveau film qui a été reporté plusieurs fois, mais que on devrait avoir là, à la fin de l'année, en tout cas au moment que j'enregistre l'épisode d'aujourd'hui, ben ça devrait être à la fin de l'année. Au mois d'octobre, on devrait finalement avoir Mourir peut attendre. Mais on va voir si on va pas attendre à l'année prochaine. Ça, c'est pour l'instant au moment que j'enregistre, comme j'ai dit. Ce film-là va être le 28e film dans la rétrospective. Vous pouvez aller à premiervisionnement.com où vous allez voir toute la rétrospective totale des films qui vont être couverts dans la rétrospective. Mourir peut attendre est connu comme le 25e film, mais on fait 3 films bonus, dont le film d'aujourd'hui, Casino Royale de 54 et le film de Jamais plus jamais de 1983. Fait que ça, c'est les 3 films qui ont été rajoutés dans la rétrospective pour couvrir pas mal tout ce qui existe de James Bond à l'écran. Alors, suite au film de 1954, on avait réalisé qu'on ne pouvait pas faire grand-chose avec le film, puis en même temps, ben, les livres commençaient à prendre de l'expansion. On a revendu les droits. Il y a un monsieur Gregory Ratoff qui a acheté les droits pour 6 000 $. C'est à peu près 60 000 là, aujourd'hui. Lui, il a essayé là, de faire un autre film là, dans ce temps-là. Mais en 1960, lui, il est décédé. Fait que c'était un de ses représentants qui travaillait avec, qui l'a acheté là, de sa veuve, Charles K. Feldman. Lui... ça va être pas mal la personne en arrière du film d'aujourd'hui. Pendant plusieurs années, il a essayé là, de refaire un film là, de Casino Royale. Il a même déboursé quelque chose comme un demi-million pour pouvoir avoir créé quelque chose, des pré-productions, tout ça. Éventuellement, les films de James Bond sont sortis. Il y avait des plans pour un certain James Bond bien sérieux. Puis finalement, avec Sean Connery dans le rôle de Dr. No, ou dans Dr. No plutôt, ça l'a comme un peu rabaissé de son estime pour pouvoir faire un film de James Bond propre. Puis, évidemment, la franchise a commencé à prendre l'expansion. Chaque année, on avait un nouveau James Bond. Fait que, tu sais, c'est un peu comme l'inverse de quand on a parlé d'Opération Tonnerre la semaine dernière. On avait un producteur qui se disait que si, mettons, la Eon, là, avec Broccoli et Saltzman, eux autres se disaient que si, mettons, on a un James Bond concurrent, puis qu'il n'y a pas de qualité ou que tu sais qui marche pas avec leur James Bond, tu sais ça pourrait nuire à leur franchise. Fait qu'ils ont fait un pacte avec le diable avec Kevin McClory, puis ils ont fait Opération Tonnerre. Mais c'est un peu la mentalité inverse avec le film d'aujourd'hui. Oui, Feldman va avoir essayé de contacter la Eon, puis on va avoir essayé là, de faire un casino royal propre, mais finalement ça n'a pas marché. Il y a même Feldman par la suite qui a essayé de contracter Sean Connery, mais Sean Connery a demandé un petit peu trop cher, puis
finalement, le projet n'a pas eu de suite. Puis c'est sûr qu'il faut s'en remettre à l'époque. Le seul et unique James Bond qu'on avait, mis à part le film de 54, mais la grosse tête d'affiche, c'était Sean Connery. Puis mettre un autre acteur, ça marchait pas, c'était pas une bonne idée. Alors, avec tout ça ensemble, on s'est dit, regarde, on va partir dans une autre direction totalement pour avoir les gens qui s'attendent à voir un film propre de James Bond, puis avoir comme un imposteur en tant que James Bond, un nouvel acteur, même s'il pourrait être bon, dans la tête du monde, James Bond, c'est Sean Connery. Fait que on va partir dans une toute nouvelle direction, puis on va faire une comédie. Puis dans ce temps-là, on va pouvoir aller chercher un public dans ce sens-là, qui n'est pas nécessairement une mauvaise affaire, ou l'idée est pas mauvaise. Parce que quelque part, c'est bien facile de se faire casser la gueule au box-office quand tu t'offres un produit, mais que finalement, c'est vraiment pas ça. Quelque part, je pense qu'ils ont fait le bon choix là-dessus. Là. Mais c'est pas parce qu'ils ont fait un bon choix que tout a bien été. La production, ça a été un chaos total. Peter Sellers, qui fait le rôle de Evelyn Trimble, qui devait faire des scènes avec Orson Welles, le chiffre, lui, il voulait pas travailler avec le chiffre ou Orson Welles, fait que lui, il a quitté la production à mi-chemin, fait qu'à des endroits, il a fallu comme refilmer, puis couper le film, puis en tout cas, ça fait qu'il y a des scènes qui manquent, puis des idées qui manquent carrément, mais ça, on s'entend que c'est juste le pic de l'iceberg, parce qu'il y a plein d'autres choses qui n'ont pas fonctionné. On s'entend qu'on avait déjà genre 4 réalisateurs. On a un 5e qui était apporté pour comme essayer là, de mélanger ça ensemble, que ça soit cohérent au complet. Il a fallu comme ajuster la fin parce que là, tout marchait pas à la fin. C'est tout ça ensemble que ça fait là, que tout marche pas dans tous les sens. On a plusieurs histoires, puis on essaie de coller ça ensemble avec une idée narrative. Mais ça donne ce que ça donne. Alors, comme j'ai fait avec toutes les autres aventures de James Bond jusqu'à maintenant, j'ai fait des petites comparaisons avec le livre. C'est sûr que le film d'aujourd'hui est basé sur un livre ou suggéré du roman Casino Royale. On va prendre quelques petits éléments. C'est sûr qu'on est comme une comédie, parodie. On va rire un peu de la série officielle des James Bond. On va avoir quelques clins d'œil, mais en même temps, on va s'inspirer du livre pour essayer de faire un peu une idée narrative du film. Mais c'est comme une petite partie du film. On va ramener là, les idées de Schmerz, Vesper Lynd, le personnage aussi du chiffre, et ainsi que le personnage de Matisse. Toutes des idées de personnages qu'on va ramener. Puis on va même ramener l'idée du chiffre, dans le fond, sa motivation à faire d'aller au casino pour regagner son argent. Lui, il avait utilisé l'argent de Schmerz, puis finalement, il a perdu de l'argent, fait qu'il fallait qu'il retrouve un moyen de rembourser Schmerz, puis ça ressemble à pas mal à ce qui s'est passé dans le livre. Puis le fait que Schmerz l'exécute à la fin, là, qui l'assassine, c'est pas mal ça aussi qui est retiré du livre. Vesper Lynd, qui est un agent double, c'est tiré du livre. Ou que peut-être ses motivations sont pas exactement pareilles. Là, en tout cas, c'est pas qu'elle a une autre motivation à part les motivations d'être sur le côté à bande. Là, mais ultimement, ça c'est juste vraiment une fraction du film. On va apporter les idées de qu'est-ce qu'on a là, qu'on sait sur le personnage de James Bond, qui ne faisait pas qui apparaissait pas dans le livre aussi. Je sais pas exactement pourquoi ils ont réussi à réussir à sortir avec ça comme idée. Mais en même temps, c'est pas proprement à James Bond. On va faire une mention d'une Aston Martin. Puis les gadgets, mais ça peut être pas mal n'importe quoi, mais en même temps c'est une parodie, fait que des fois on a le droit un peu de faire allusion à des choses là, selon les lois du cinéma. Là. Mais on va apporter le personnage de Q qui apparaît pas dans le livre de Casino Royale, fait que
Je ne sais pas comment ils ont réussi par contre à la passer celle-là. Mais comme je dis, c'est peut-être juste une question là, il y a comme une protection, là, le fait qu'on fait juste rire d'une genre de propriété. Mais à quelque part, on pourrait le faire avec n'importe quel film. Là. Si, mettons, on peut le faire avec ce film-là, ben bon, on peut le faire avec n'importe qui. Tout le monde pourrait s'appeler James Bond. Mais en tout cas, c'est juste ça un petit peu que je trouve juste bizarre là, qu'on a réussi à passer rapide là, avec le personnage là, de Q. Fait que le film ouvre avec le personnage là, de Tremble, ou Evelyn Tremble, que lui, il rencontre le personnage de Matisse. Puis, tu sais, dans le fond, c'est juste, je pense, pour nous mettre Peter Sellers à l'écran, qui est notre vedette du film. Parce que là, il apparaîtra pas avant genre 45 minutes plus tard dans le film. Fait qu'on voulait nous le mettre au début. Parce qu'après ça, ben, on a tout de suite un générique en partant. Puis je pense que c'est une bonne idée tout de suite partir avec un générique parce que, OK, le début, on peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer puis quel genre de film qu'on va être dedans avec la petite scène avec Sellers et Matisse. Mais, tu sais, une fois que le générique part, avec la musique là, de Herb Alpert et Tijuana Brass, en plus du visuel qu'on a, ben, c'est sûr qu'on peut tout de suite savoir un peu dans quel genre de film qu'on est. J'imagine juste en 1967, une fois que le film est sorti, combien de personnes se sont levées du cinéma avant la fin du générique. Pas que la tune est mauvaise, honnêtement, là, je l'adore, je trouve ça vraiment, là, je l'aime vraiment beaucoup. Là. C'est plus fort, je pense, que les 2-3 dernières tunes qu'on avait, là, c'est peut-être capoté à dire, là, mais j'aime vraiment là, la tune thème là, du film d'aujourd'hui. Puis même la musique là, de Burt Bacharach, lui, ben ça va être pas mal la tune thème là, qui va être un peu remixée là, au travers du film. Mais il y a quand même d'autres petites mélodies qu'il faut jouer pendant le film. Puis j'aurais jamais rien à dire contre la musique du film aujourd'hui. Vraiment, là, la musique est vraiment bonne là, dans le film. Puis elle va avec le genre un peu. Puis honnêtement, je pense que quasiment le défaut de certaines scènes dans le film, ça va être quand la musique elle joue pas. Puis en fait de visuel, qu'est-ce qu'on a là, dans le montage générique, ben j'aime ça aussi. Ça nous met vraiment tout de suite dans l'ambiance. Fait que si mettons on s'attend à voir un James Bond traditionnel, juste en voyant ça tout de suite en partant, ben ça peut faire un déclic que c'est pas un James Bond normal qu'on va écouter, c'est quelque chose là, qui est carrément à part. Puis le fait qu'ils n'ont pas attendu 5 minutes avant de nous mettre ça tout de suite en partant, ben je pense que c'était vraiment la meilleure décision qu'ils ont pu faire. Alors le film ouvre par la suite, là, il ouvre proprement, où est-ce qu'on a les représentants des services secrets de plusieurs pays. On a M pour l'Angleterre, on a la CIA pour les États-Unis, on a le KGB pour les Russes et on a le deuxième bureau pour les Français. Eux autres, ça va mal, leur personnel tombe comme des mouches. Puis la solution qu'on a vue à ça, c'est d'aller revoir James Bond, qui est retraité. Depuis plusieurs années, que dans le fond, il y a la manière qu'on va qu'est-ce qu'on va nous dire pourquoi il est retraité, c'est qu'il est tombé en amour avec une femme, puis qu'elle a été exécutée, puis finalement, ben, il est parti par la suite. Ce qui va être quand même ironique avec le film d'aujourd'hui, c'est que le film fait pas partie de l'univers de la Ion, mais par la suite, on va quand même s'inspirer de des affaires qu'on va voir aujourd'hui. Puis qu'on va revoir là, dans la série officielle par la suite. Bon, ben, c'est sûr qu'il y a certains éléments que le film d'aujourd'hui où les droits de Casino Royale vont être achetés par la Ion par la suite. Puis il y a des affaires qu'on va utiliser par la suite. Comme le nom de M qui commence par M. Là, il s'appelle McTarry. Ben, tu sais, c'est quelque chose là, qu'on va voir là, vraiment tard dans la série, juste dans les derniers films, là, on va utiliser là, la première lettre, puis c'est pour ça qu'il s'appelle M. Mais tu sais, on avait Q, ben, c'est pour le Quartermaster.
Mais ça nous embarque quand même l'idée là, que M n'est pas un titre ou c'est pas un poste qui s'appelle M, c'est comme la première lettre du nom de famille. J'imagine que toute cette partie-là a été réalisée par John Huston parce que c'est lui qui fait M aussi. Fait que j'imagine que en plus de jouer dans la petite section là, brièvement, j'imagine que c'est cette section-là du film qui a réalisé. Parce que tu sais, il y a plusieurs sections dans le film, on s'entend que c'est comme toutes des chapitres, puis après ça, ben il y a comme une petite histoire qui est comme filmée alentour, mais tu sais, il y a vraiment comme des sections au film. Puis là, je pense qu'on est dans vraiment la plus grosse section. C'est comme l'histoire de fond qui à partir de là, où ce qu'on va faire, il va y avoir plusieurs branches là, pour faire le restant des autres histoires, mais c'est en ce moment là, la plus grosse partie là, de la grosse section. Fait que on va supplier James Bond quasiment là, pour retourner à reprendre le service. Mais tu sais, on va faire quand même mention aussi qu'il y a un autre James Bond qui l'a remplacé, puis on va faire des clins d'œil un peu à la série officielle. C'est comme si c'était lui ou c'était pas lui, là, en tout cas. À partir de là, ça peut jouer dans les deux sens. Là, est-ce que c'était Sean Connery avant, puis que là, il a vieilli en David Niven? Ou en parallèle, ben, on avait un autre James Bond avant qui, après ça, on a redonné un nouveau code, le code de 007 à Sean Connery, puis qu'il y a une histoire parallèle avec ça. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça, mais tu sais, on peut vraiment la garder dans les deux sens. Mais c'est ça, fait qu'après le refus de James Bond, ben, il y a comme M a comme planifié un message codé que si, mettons, Bond disait non, ben qu'il y a des personnes qui sont cachées, puis finalement, ben, qui font comme si mettons sont en guerre, là, puis que finalement ils vont faire sauter la maison à Bond. Puis là-dedans, ben, M va mourir. Tu sais, c'est pas tout à fait clair. Puis tu sais, ça va jouer quasiment. D'après moi, là, on s'est dit, on va pas le montrer au début. Puis comme quand il va manquer des scènes, ben on va juste comprendre que c'est comme ça qu'on fait le film. Puis on verra pas plus tard que quand il manque des scènes, ben on se dit ça paraît pas. Puis c'est pas mal le format du film. Fait qu'on va sauter comme tout de suite après. Puis on va annoncer que M est mort là-dedans. Puis que la famille à M ils ont des rituels, c'est des genres des Écossais, puis qu'ils ont vraiment là, un genre de toutes sortes de choses à faire. Genre qu'il y a 6 vierges qui amènent une chèvre, puis après ça, ben, on va l'éventrer, puis en tout cas, on va le manger, puis on va faire comme des grosses festivités, puis tout ça. Finalement, c'est comme toute une affaire là, pour finalement tuer Bond, un peu nuire à son image aussi. Dans le fond, il va y avoir toutes les filles de M qui vont essayer de séduire. C'est un petit peu dérangeant quelque part, sachant qu'il y a des mineurs là-dedans et tout ça, mais Bond, je veux dire, il va se garder à l'écart tout le temps. Sauf que la mère, elle va tomber en amour avec James Bond, puis que dans le fond, les filles vont se retourner un peu contre elle. Ben, tu sais, il y a comme une scène où Bond va se ramasser là, dans un champ pour faire du tir, puis finalement, ben, on va essayer d'y avoir placé un genre de choses GPS là, pour attirer là, des genres de bombes, des oiseaux, mais avec une bombe à l'intérieur, puis Bond va toutes les tirer. Puis, tu sais, il y a comme plusieurs plans là-dedans pour essayer là, de tuer Bond. Là. Même un petit peu avant, Bond, il avait comme refusé les avances de la veuve. Puis elle l'envoie faire un jeu, c'est un droit qu'elle a, puis en tout cas, c'est comme un peu n'importe quoi. Puis là, ils doivent se tirer une roche. Puis c'est comme un petit peu toutes là, des péripéties. Puis c'est pas vraiment drôle. C'est ça qui est plate un peu. Au pire, ça fait un peu sourire à des fois. Mais c'est comme on fait la gag, puis c'est comme on en met trop. Après un bout. J'ai parlé de Batman 66 l'année passée. Puis des fois, il y a des scènes là-dedans que c'est comme un peu drôle au départ. Puis là, ben, ça devient comme un peu redondant, mais peut-être qu'à la longue, ça devient drôle.
ça redevient parce que c'est comme un peu éternel tout ça. Mais tu sais, dans le film d'aujourd'hui, il y a des passes souvent qu'on essaie de faire ça, mais quelque part, ça part pas drôle du tout. Puis ça, c'est peut-être juste de juste ma perspective. Peut-être que vous trouvez ça drôle. Mais en général, surtout toute cette section-là, en général, ça tombe à plat. C'est vraiment dommage parce qu'on essaie de faire une comédie, mais ça tombe à plat. En tout cas, fait que, à la suite de ça, il y a Bond qui s'en va au bureau là, de la MI6, peut-être. Du coup, c'est pas nécessairement nommé, là, mais en tout cas, il va prendre la place à M. Puis c'est là qu'on a l'introduction là, de Moneypenny, puis de Hadley. Hadley, lui, il va faire comme tout le rapport des agents, puis ceux-là qui sont morts, puis ceux-là qui sont vivants. Puis au travers de ça, ben, on va voir juste une petite scène là, pour voir Woody Allen, qui est le neveu de James Bond, qui va échapper à une exécution. C'est une petite scène qui est quand même un petit peu drôle, là, c'est comique. Dans le fond, il veut... il est sur le point d'être exécuté. Puis finalement, ben, il réussit à se sauver. Il saute par-dessus le mur. Puis finalement, il y a une autre exécution l'autre bord du mur. Ça fait quand même rire un petit peu. C'est un peu dans les premiers moments où que je trouve ça drôle un peu. Que je me sens un petit peu plus dans une comédie. Par la suite, ben, Bond va décider de se répandre. On va mettre James Bond partout. C'est là qu'on va créer comme des agents secrets. On va créer le personnage de Cooper que je ne sais pas exactement à quoi il sert. En bout de ligne, c'est plus un gag quelque part. Il va être il va devenir... on va l'envoyer pour le projet AFSD. C'est dans le fond, là-dedans, là, lui, il va devoir devenir comme immunisé aux femmes, carrément. On va l'embarquer, là, on va faire plusieurs tests qui doit être attiré par plusieurs femmes. Puis, à quelque part, ben, on va l'entraîner à ne plus être intéressé par les femmes. Mais c'est peut-être plus un gag là, sur James Bond où Bond il couche avec tout ce qui bouge. Parce qu'il n'y aura pas vraiment de suite à cette histoire-là. On va revoir Cooper à la fin du film, mais on n'en revoit pas du tout là, à partir de là. C'est juste, je pense, une scène là, juste pour faire un petit clin d'œil ou juste faire un commentaire sur la série principale. Bond va aussi se tourner vers Vesper Lynd, qui est une ancienne agente qui est devenue millionnaire. Puis, dans le fond, on ne posera pas encore de questions pourquoi elle est devenue millionnaire, là, mais moi, je suppose que c'est ça, dans le fond, en bout de ligne, c'est qu'elle va repartir avec l'argent là, dans chaque fois qu'elle fait quelque chose, bien, elle part avec l'argent. Puis, il y a même une scène là-dedans où elle va avoir exécuté un autre agent. Puis on verra pas cette scène-là. Cette scène-là n'a pas été filmée ou a été coupée au montage. Là. Mais on voit juste la fin de la scène où qu'elle se débarrasse du cadavre. Elle va être chargée là, d'aller trouver Evelyn Tremble, que lui, il a écrit un livre pour être comme la technique là, pour gagner au baccarat, qui est un petit peu n'importe quoi, parce qu'en bout de ligne, quand il va jouer tantôt, ça sert absolument à rien. Il n'y a pas de technique spéciale. Mais je dirais que c'est à partir de là où mon intérêt dans le film embarque. C'est dommage qu'on est à 45 minutes du film, mais c'est pas mal toutes ces scènes-là où on va avoir peut-être un peu là, le livre de Casino Royale. Ça va être enviré en comédie, mais toutes ces scènes-là, un peu, même avec Peter Sellers, la comédie, elle marche. Il y a même des fois où j'ai vraiment ri quand même pas mal. Puis même à revoir Ursula Andress qui fait le personnage de Vesper Lynd, je trouve ça le fun de la revoir aussi. Dans le film d'aujourd'hui, elle a quelque chose à travailler avec. Dans Dr. No, elle n'avait pas grand chose à travailler avec. Elle était juste comme était collée à la fin pour 2-3 scènes. Oui, elle apparaît un peu partout là, dans le film, mais elle a quelque chose quand même. Là, elle a un personnage, puis à quelque part, là, c'est un atout au film. Fait que c'est ça. Vesper, elle va être chargée là, de trouver Tremble. Puis, c'est ça, elle va comme un peu le charmer. Puis, lui va comme tomber là, un peu sous le charme de elle.
Puis, ben, c'est ça, à quelque part, dans ces scènes-là, on va avoir un autre chanson thème, là, The Look of Love, qui est OK, je veux dire, c'est un peu une autre thématique là, dans le film. Puis, comme j'ai dit, que j'ai rien à dire contre la musique là, dans le film. J'aime mieux la tune thème, mais avec ça, là, j'ai aucun problème avec ça. Il va y avoir une coupe de chansons qui va être embarquée au travers du film là, pour faire des petits clips musicaux. Puis en général, j'ai rien à dire là, du tout là, contre la musique. C'est sûr qu'il y a des chansons meilleures que d'autres, mais j'ai rien à dire. Puis même avec la comédie de Peter Sellers, on voit qu'il y a du talent, puis que la manière que les blagues sont faites, je trouve que c'est là que ça devient vraiment drôle. Ça marchait pas honnêtement avec Devin Nevin au début. En tout cas, pour moi, ça ne marchait pas. Peut-être que c'est la trop vieille humour que j'embarque pas avec. C'est peut-être juste ça, tout simplement. C'est rien contre la personne. Mais avec Peter Sellers, j'embarque vraiment. En tout cas, je suis beaucoup plus investi dans l'histoire, puis même dans les gags. Mais il n'y a pas juste Sellers. On va se ramasser au laboratoire là, de Q, puis il va y avoir des bouts là-dedans aussi que ça va quand même assez faire rire. Il y a un karaté, l'officier Johnson, il casse des planches, puis ça rassomme par la suite. Ça m'a fait quand même assez rire. C'est parce que, tu sais, comme humour, c'est en général, ça sort de nulle part. C'est ça que, à quelque part, qui me fait rire, c'est que des fois, puis ça peut, tu sais, c'est vraiment, ça marche ou ça marche pas. Des fois, tu te retournes de bord puis tu te dis, what the fuck? Mais là, tu sais, c'est ça marche ou ça marche pas. C'est ça marche dans ce cas-là, ça vient de nulle part, puis en tout cas, c'est juste, ça m'a fait rire carrément. Mais tu sais, la passe du chapeau explosif après, c'est drôle grosso modo, mais tu sais, c'est quand c'est trop planifié à quelque part, tu sais, on vient juste d'en rire à une, tu sais, elle est drôle après, mais tu sais, il y a des affaires là, que ça fait juste comme pas passer parce qu'à quelque part tu poses vraiment la question, c'est quoi qu'elle essaie de faire, comme mettons au début avec Nevin, quand on voit les vierges passer avec la chèvre attachée, c'est comme plus qu'est-ce qui se passe là. C'est un peu. Ça peut marcher comme que ça peut vraiment. Là, c'est un couteau à double tranchant. Trumbull va se faire donner une montre avec un gadget. C'est encore une affaire un peu qui apparaît plus tard dans les films. Oui, dans Opération Tonnerre, Bond avait une montre où elle pouvait trouver là, de la radioactivité. Puis, on l'avait déjà vu. Mais, je veux dire, c'est beaucoup apparent là, dans le film d'aujourd'hui. C'est plus. Apparent, puis comme je dis, ben c'est plus dans des genres d'affaires de même qu'on va voir plus tard dans la série. Mais comme j'ai dit, ça sortait pas vraiment là, de ce film-là. On l'avait vu dans le film précédent. Mais comme je dis, ça paraît plus là. Alors, par la suite, parce qu'il n'y a pas assez de belles femmes dans le film, Bond va arriver, puis il va engager sa fille. Qu'il y a eu avec Mata Hari, qui est la femme qu'on a dit là, qui s'est fait qui est exécutée. Fait que il va aller la chercher genre au Tibet, puis on va avoir une danse du Bouddha ou quelque chose de même. Puis, tu sais, c'est ça que je suis pas un fanatique là, de danse. Puis, tu sais, les comédies musicales, c'est vraiment quelque chose que je suis pas capable d'embarquer. Là. J'en ai écouté plusieurs au courant de ma vie. Mais je suis pas capable d'embarquer dans ces genres de films-là. Ça devient un peu ça à ce moment-là. Mais quand même, tu sais, ça embarque dans l'atmosphère du film. Puis, tu sais, quand on a des scènes de même, la manière qu'ils nous montrent ça, on a tous les costumes, toutes les couleurs, puis tous les effets qu'on nous fait quand même. J'ai rien à dire contre ça. Ça continue quand même à m'embarquer. Là, on a débarqué du personnage là, de Trumbull, puis ça va être plus la section à Mata Bond, la fille à James Bond, que elle, c'est ça, elle a été recrutée pour aller à Berlin parce que c'est la fille à sa mère, puis qu'elle est reconnue à l'endroit spécifique que c'est comme une place pour s'entraîner pour la danse, mais quelque part c'est juste
une façade parce que c'est là où on entraîne les agents de SMERSH. Puis à cet endroit-là, ben il y a un encan où ce que le chiffre vend des photos compromettantes. Puis c'est ça qui va, avec les fonds de ça, qui va servir là, à pouvoir rembourser son argent. L'endroit est quand même assez visuellement belle. J'adore ça. C'est inspiré là, du cabinet de Dr. Caligari. Puis, tu sais, on va dire qu'à partir de cet endroit-là, ben il y a des personnes qui ont été entraînées, là, comme Peter Lorre, qui faisait le chiffre dans le film de 54, puis Bela Lugosi, qui est le Dracula de 1933. On va être introduit au personnage de Fran Hoffner, puis de son aide Polo. Ces deux personnages-là, ben, ils savent c'est qui, là, Matabond. Fait que il la laisse entrer, mais dans sa chambre, il y a un accès à l'encan. Puis c'est ça, dans le fond, pendant qu'il est en train là, de se promener là-dedans, il y a un genre d'agent là, des affaires étrangères qui va il dire qu'en bout de ligne, il va dire sa mission, puis elle, qu'est-ce qu'elle doit faire, c'est juste se débarrasser des photos compromettantes pour que le chiffre ait plus de fond. Puis c'est ce qu'elle va faire. Elle va juste comme détruire les photos, puis elle va remplacer ça par un genre de film de guerre, puis que, tu sais, pendant l'encan, c'est les armées respectives là, qui sont là pour racheter là, le photo. Puis pendant qu'il y a le film de guerre qui part, ben tu sais, c'est comme s'ils partent en guerre tout. Tu sais, c'est comme un petit peu ridicule. Tu sais, ça marche pas tout à fait parce que c'est comme trop prévisible là, ou cliché, quelque chose de même. En tout cas, ça c'est pour moi. Tu sais, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que tu sais, ce qui est plate avec le podcast, puis de parler de des comédies. Pourquoi que c'est rare que j'essaie de parler de comédie, mais là j'ai comme pas le choix là, parce que ça tombe dans la rétrospective. Mais tu sais, de l'humour là, c'est très subjectif. Tu sais, ça va marcher avec certaines personnes puis pas d'autres. Moi je parle juste de ma vision de la chose. Si vous avez trouvé ça drôle de votre côté, ben tant mieux, c'est parfait. Moi c'est juste ma vision de la chose, puis ça fait pas que votre vision n'est pas bonne là. Je veux juste quand même mettre ça quand même là, juste en parler. Mais c'est ça, moi c'est cette scène-là, là, ça marche pas vraiment. Ça vire comme tout au chaos total, où tout le monde court en rond, puis finalement, ben, il y a Fran Hoffner qui va se faire tuer là-dedans. Ça va faire sourire un petit peu parce qu'il y a un personnage qui a de l'air mort, mais qui bouge un peu partout, puis que finalement, elle tombe dessus, puis que finalement, ben, c'est lui qui va la tirer. C'est comme tout le temps des affaires de même, des petits gags de même qui vont nous montrer. C'est comme tout le temps un genre de gang qui va tuer des personnages juste comme pour s'en débarrasser. Puis ça va être pareil là, pour le retour là, de Kronstein là, qu'on avait vu là, dans Bon baiser de Russie. Là, ben, c'est pas le même personnage, là, mais en tout cas, c'est le même acteur. Puis c'est ce que j'ai dans mes notes. Kronstein revient, puis c'est lui qui mène l'encan. Puis qu'une fois qu'on doit s'en débarrasser, ben le chiffre, il y a comme une bombe là, dans la cabine téléphonique, puis ça va sauter. C'est juste n'importe quoi. Mais c'est correct, je veux dire, c'est drôle, mais ça va être pareil pour le chiffre une fois que c'est terminé. Il va mourir de même, là, mais je vais en parler dans quelques minutes. Parce que là, on arrive vraiment au bout où ce qu'on est comme le centre du livre là, de Ian Fleming, où ce que Evelyn arrive au casino. Il va être à sa chambre d'hôtel, puis on va essayer là, de le tuer. Mais dans son breuvage, ben, on va avoir mis un poison, puis lui, il va s'en avoir rendu compte, puis il va avoir mis un antipoison, mais finalement, il va quand même s'endormir. Puis pendant qu'il est endormi, ben, on a un autre petit montage. C'est comme le début d'une chanson que finalement ça va être comme la fin du film. Là. Ça va comme se boucler. Puis après ça, ben, on va avoir la rencontre du chiffre et de Tremble qui vont jouer au baccarat. Ça va être quand même assez bref. Là. On va pas éternaliser la partie carte.
On va voir que le chiffre, il fait comme des tours de magie. Dans le fond, il est comme en train d'hypnotiser le monde alentour. Puis, il fait un gros spectacle de son affaire. Puis, même, il triche aux cartes où il met des lunettes. Puis, qu'il voit tout le jeu de tout le monde. Fait que c'est pour ça qu'il gagne. Une fois qu'il se fait enlever les lunettes, ben, c'est comme. Il n'y a plus d'armes pour gagner, dans le fond. Fait que il va perdre finalement. Puis, tu sais, ça suit quand même l'idée du livre. Il va kidnapper Vesper. Puis, après ça, ben Bond, ou plutôt Tremble, va courir après. Mais on n'aura pas la scène de poursuite. On va avoir collé quelque chose qui était un test pour la Panthère Rose, je crois. Puis, on va avoir mis ça à la place. Parce qu'il va embarquer dans une voiture, puis après ça, on va voir que Tremble est kidnappé. Ça marche quand même. Je peux pas dire que ça marche pas. À quelque part, je voyais l'idée de qu'est-ce qu'on a fait avec qu'est-ce qu'on avait. Parce que, comme je disais tantôt, Peter Sellers n'était pas capable d'endurer Orson Welles. Fait qu'il avait foutu le camp carrément. Puis on n'avait plus rien avec... Peter Sellers, puis on avait plus de scènes à filmer, fait que on devait faire avec ce qu'on avait déjà filmé. Heureusement, il y avait quand même des choses qui étaient faites, comme la scène là, qu'on voit là, où ce qui est attaché, puis qui est comme torturé par le chiffre. C'est un genre de torture hallucinogène qui va faire. Ben, tu sais, ça marche pas tout à fait. C'est comme il est dans sa tête, puis Vesper Lynd, elle va le tuer dans son rêve, puis dans le fond, il va être mort à partir de là. C'est sûr qu'il devait revenir à la fin du film, mais c'est ça. Est-ce que là, c'est là qu'on a décidé qu'on virait Vesper Lynd en méchante? Ça, je le sais pas tout à fait. Puis, par la suite, ben, peut-être qu'on est allé rétroactivement, là, qu'on a filmé là, les scènes où elle se débarrassait de décors, tout ça. Je penserais pas. Quelque part, je trouve que ça a quand même du sens. Ça se tient, là, comme narratif, en tout cas. Ça se tient en guillemets, là. Fait qu'on va se débarrasser aussi du chiffre que, en bout de ligne, ben, il n'y a pas réussi à avoir l'argent, puis c'est quand même encore un peu là, un what the fuck moment où ce que le chiffre, il n'y a pas l'argent, puis il voit Smersh arriver dans ses moniteurs, puis il y a un agent de Smersh qui passe au travers de son moniteur pour le tirer, puis l'assassiner carrément. Là. C'est comme un petit peu n'importe quoi, mais c'est ça qu'on voit depuis le début du film aussi. Là. Fait que je trouve ça quand même assez... ça donne l'impact quand même. J'ai jamais détesté ces scènes-là. Puis, ça boucle pas mal toute l'histoire de Sellers. Puis, c'est ça le gros point. Là. Je pense que c'était comme tout le meilleur bout là, du film. Alors on tombe pas mal à la dernière partie du film où ce que Bond et Mata se ramassent à Londres, puis finalement Mata elle se fait kidnapper là, par un ovni, puis tu sais c'est comme un peu là, de comédie là-dedans où ce que Bond est en train là, d'essayer de savoir de faire poursuivre sa fille, savoir où ce que s'en va, où est-ce qu'elle a été kidnappée, puis en même temps, ben il y a un ovni qui a été vu, puis il change de téléphone pour avoir des informations sur l'ovni. C'est un peu pour rire de ça, mais en tout cas. Fait que il va y avoir la veuve du début qui va revenir juste pour lui laisser un message que finalement sa fille est détenue là, au Casino Royal. Fait que on s'en va au Casino Royal où on avait été avec Peter Sellers et Orson Welles. Bien sûr, il y a un guet-apens là. Puis une fois que Bond arrive avec Moneypenny sur place, ils se font attaquer, puis ils se font capturer. Mais ils réussissent quand même à se déprendre. Puis c'est là qu'on va avoir la révélation. C'est qui en arrière de tout là? C'est le Dr Noah qui est joué par Woody Allen, qui est le neveu à James Bond. J'aimais quand même beaucoup l'humour à Peter Sellers. Puis c'est quand même assez égal avec les scènes de Woody Allen.
Woody Allen, c'est quelque chose de différent. Je pense que j'ai jamais vu un film de Woody Allen, mais ça change pas qu'est-ce qu'on a. Je trouve quand même ça assez humoristique. C'est on voit comme tout son plan, là, dans le fond, là, de tuer tous les hommes là, qui font plus que 4 pieds 6, puis que toutes les femmes vont virer belles là, avec un produit qui va envoyer là, dans l'atmosphère. Puis, c'est juste que je me dis, OK, toutes les femmes vont virer belles, mais en tout cas, dans tout le film, là, il y a juste des belles femmes à quelque part. Là, fait que je sais pas où est-ce qu'ils vont arriver puis en créer d'autres, mais en tout cas, c'est ça un peu là, que le film, là, je veux dire, c'est exagéré, là, rendu là. Il y a des femmes qui courent partout là, dans ce film-là, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Mais en même temps, ben c'est ça, il s'en est gardé une pour elle. Elle, on l'avait vu, c'était comme la dirigeante là, avec les scènes là, avec Cooper un peu plus tôt. On l'avait déjà vu, puis là, ben, je sais pas, il a décidé que c'était elle qui voulait garder pour lui. Puis c'est ça son plan, ben c'est comme j'ai mentionné. Puis il y a une genre de petite pilule bombe à retardement là, qui a comme genre des particules là-dedans, puis il y en a 400, puis une fois qu'elle est avalée, ben elle va genre 400 secondes pour vivre, là, puis ça va être une genre de bombe nucléaire. Là. Dans le plan machiavélique là, du docteur Noah, ben il y a tous les dirigeants là, de plusieurs pays qui sont déjà été remplacés. Fait que tous les dirigeants sont déjà au quartier là, du docteur Noah. Pendant ce temps-là, Bond et Moneypenny vont retrouver Mata et le personnage de Cooper. Comme lui vient de nulle part dans le fond, puis en tout cas ils vont se libérer, puis il va retourner dans le casino, puis c'est là qu'on va revoir Ursula Andress, puis qu'il va démontrer là, que évidemment là, c'était une traite. Puis c'est là que c'était pas déjà n'importe quoi dans tout le film. Là, ça va virer vraiment n'importe quoi. Il va y avoir une fusillade, il va y avoir des Indiens en 007 qui vont se parachuter dans le casino. La CIA va rentrer là-dedans, les Français. Il va y avoir plein d'animaux, c'est n'importe quoi, des cowboys. C'est juste complètement là, la zizanie partout. Ça ressemble à. Ça fait vraiment penser à toute la production sur le film, dans le fond. Là. C'est juste comme. Tout le film là, de 2h15 mis en 5 minutes, c'est toute cette scène-là. Ça n'a ni queue ni tête, c'est juste n'importe quoi. Il y en a quelques petites affaires au travers là, qui me font rire. Il y a un personnage là, qui est un acteur là, qui avait joué dans Scarface, qui joue avec une scène, puis tout d'un coup, il arrive de nulle part, puis qui dit qu'il s'est fait avoir, puis son fusil il tire à l'envers, puis que finalement il est mort. Là, en tout cas, à chaque fois que je vois le film, c'est une des gags là, qui me font plus rire. C'est juste n'importe quoi, puis ça vient de nulle part. Mais c'est ça, ultimement, ben la bombe qui est dans Jimmy Bond, ben elle arrive à terme. Il y a le compte à rebours, puis finalement, ben, c'est à zéro, puis tout explose. Fait que dans le fond, tout le monde est mort à la fin du film. Puis c'est là qu'on a une clôture avec la chanson qui avait parti comme avec le rêve à Peter Sellers un peu plus tôt, ben comme la fin où ils sont tous au ciel, à part Jimmy Bond qui descend aux enfers. Puis le film finit pas mal là. On a la tune thème du film qui a des paroles pour la fin. Puis c'est quand même le fun de l'entendre. C'est quand même étrange d'un côté, par contre, qu'on a la même chanson, pourquoi qu'on l'a pas mis au début puis on n'a pas mis une version instrumentale. Mais c'est sûr que je préfère peut-être la version instrumentale, peut-être plus la version officielle, puis je l'ai peut-être entendu plus souvent aussi. Mais je veux dire, l'entendre avec des paroles à la fin, c'est quand même le fun aussi. Alors, en conclusion, il y a des gangs qui font rire, puis c'est sûr que un peu le but, c'est de faire rire. Mais honnêtement, j'ai ri vraiment quand même assez, mettons, solide quelque part. Là, j'en ai pas pleuré, là, mais j'ai ri quand même peut-être entre 3 et 5 fois là, dans tout le film. Là. Fait que ça justifie-tu écouter un film de 2h15 là-dedans? Là?
c'est sûr qu'évidemment, c'est non. Il y a beaucoup d'affaires positives en plus. Il y a la musique, le look esthétique, la production, les décors, tout ça, les couleurs qui ressortent, tout ça. C'est plate que j'ai une version DVD, mais même la version DVD, elle sort bien. Une version Blu-ray, ça doit être écœurant quand même, puis peut-être encore, même un 4K, ça doit être encore plus écœurant. Mais honnêtement, là, avec tout, là, malgré là, même les bouts de Peter Sellers, il y a Ursula Andress que j'aime bien là-dedans, le chiffre. Puis même le Woody Allen, il y a quand même beaucoup de positifs, mais pour 2h15, là, c'est vraiment une corvée rendue un bout. Puis surtout là, les 45 premières minutes du film, là, c'est vraiment là, c'est intolérable. Là. C'est long, là, puis c'est ça qui fait que le film il est long à démarrer. À partir du bout où ce que Peter Sellers embarque, c'est là où ce que le film commence à trouver un peu là, ses pattes, puis que le film devient un peu plus, l'humour marche plus, en tout cas pour moi. Puis, je veux dire, c'est là où ce que je serais quand même peut-être capable un peu d'endosser quelque chose, au pire un jaune. Mais tu sais, il y a certains bouts que je pourrais le prendre, là, même comme un verre, là, à certains bouts. Mais dans sa globalité, là, je peux vraiment pas arriver là, puis endosser le film. C'est vraiment comme pénible, là, comme j'ai dit, surtout au début. Puis même là, les 10 dernières minutes, une fois que c'est bien le fun de voir Woody Allen. Mais quelque part aussi ça tourne en rond dans ses gags, qui fait que vraiment juste le bout avec Peter Sellers, tout ce qui est avec Peter Sellers, c'est vraiment les bouts que je préfère le plus. Mais tu sais, comme malheureusement Peter Sellers, c'est le bon côté, puis la damnation du film d'un côté, parce que quelque part tout ce qui est là, tout ce qu'il a filmé, c'est merveilleux, mais quelque part il est parti au travers de la production. Puis ça donnait le film à être vraiment une affaire de broche à foin quelque part, puis on aurait pu avoir d'autres choses avec Peter Sellers en plus. C'est sûr que si maintenant on aurait rajouté ça en plus, là, que finalement on aurait eu un film de 2h30, ça aurait été encore pire d'un côté. Tu sais, c'est comme dans les deux sens à quelque part. Mais peut-être qu'on aurait filmé d'autres scènes, puis qu'on aurait coupé d'autres affaires, tout ça, que des affaires qui allaient nulle part, comme le personnage de Cooper, tout ça, ça va nulle part. La famille McTarry au début, là, c'est éternel. Il y a des fois où je voulais juste comme fermer le film. C'est sûr que je dois le faire pour le podcast, mais cette section-là, là, c'était vraiment là, pénible. Fait que c'est sûr que c'est un rouge, mais c'est pas le pire des rouges. Probablement qu'éventuellement, je vais les réécouter le film, mais vraiment pas là, dans les prochaines années. Là, peut-être là, dans une dizaine d'années, ça va aller, parce que pour des raisons que j'ai dit, il y a quand même du fun à avoir, mais c'est comme trop d'idées là-dedans, puis c'est trop long à quelque part. On aurait vraiment mieux recouper le film, puis des gags qu'on aurait dit on sort de ça du film, puis on aurait un film pas mal plus fun. Puis là, à quelque part, on a eu vraiment trop d'écrivains sur le film, trop de réalisateurs, trop d'acteurs, trop vraiment trop d'affaires. Puis que ça marche pas dans le film parce qu'il y a trop d'affaires. La seule affaire qui marche, où ce qu'on a juste un, ben c'est on a le compositeur qui est là. Puis on a Herb Alpert qui est là aussi, mais il y a juste ça qui marche là, qui fait que vraiment qui marche super à la merveille d'un bout à l'autre. Mais ça, on a une trame sonore pour ça qu'au moins on peut écouter, puis qu'on n'a pas besoin d'endurer tout le film. Alors, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va revenir avec la série de base avec Sean Connery. Le film est sorti genre 2 mois ou 3 mois plus tard que le film de Casino Royale. On ne vit que 2 fois, qui va être la dernière fois qu'on va voir Sean Connery à l'écran, où c'est là qu'il va lâcher le rôle. Il va revenir un peu plus tard par la suite, là, mais on va en reparler quand on va être rendu là. Entre-temps, n'oubliez pas de vous souscrire au podcast sur Facebook et Twitter. Les prochains podcasts, là, ils sont toujours affichés sur le site. Puis dans ce temps-là, on peut en parler des films aussi. Puis des fois, je passe des nouvelles, des affaires de même. Des fois, on parle un peu d'autres choses, des affaires ou des films qu'on pourrait peut-être éventuellement couvrir.
Mais en même temps, ben, c'est juste pour parler des films, puis vous pouvez parler de vos expériences sur le film d'aujourd'hui. Si maintenant vous n'êtes pas d'accord sur qu'est-ce que je dis, ou vous êtes d'accord aussi, j'ai pas toujours besoin de partir contre les personnes à quelque part. Vous êtes peut-être d'accord avec ce que je dis sur l'humour. Elle fonctionne pas vraiment parce qu'il y a peut-être trop de monde sur le film, ou peut-être que vous aimez pas la trame sonore, n'importe quoi. C'est des choses qu'il faut pas se gêner là, des écrire sur les posts. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais d'ici le prochain épisode, moi sur le podcast, j'ai toujours essayé là, de vous parler de deux choses. Un, de jamais vous laisser votre adversaire vous voir saigner. Et de deux, de toujours avoir une porte de sortie. He blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion, dont Podbean, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.